Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des grands témoins de l'IFP. Ce soir, nous avons la chance de recevoir le chroniqueur et écrivain Grégory Rose, auteur de l'ouvrage suivant Le Châtelain, de Pensées interdites et qui vient de publier et qui est disponible gratuitement sur son site internet, Journal d'un remplacé, dans lequel il répond à la doxa sur des thèmes aussi différents que l'écologie, la décomposition de la famille, l'identité menacée ou encore les médias. Grégory Rose fait donc partie de ces auteurs qui nous apportent des arguments efficaces pour promouvoir nos convictions. Promouvoir nos convictions, c'est aussi un des objectifs de l'Institut de formation politique qui a pour ambition de former des jeunes de 18 à 30 ans, formation à la fois intellectuelle et pratique. Aussi, si vous avez l'envie de vous engager pour votre pays, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les associations, dans les médias ou encore à l'université, nous vous invitons à postuler à notre prochaine session de formation qui aura lieu les 2, 3 et 4 juillet prochains. Vous y rencontrerez des formateurs engagés, mais aussi d'autres jeunes qui, de par leurs engagements, font la promotion de nos convictions. Il est temps de laisser la parole à Grégory qui va donc nous parler de son dernier ouvrage disponible sur son site internet dont il nous donnera les coordonnées tout à l'heure, donc Journal d'un remplacé. Grégory, bienvenue à l'Institut de formation politique. Bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Merci à la direction de l'Institut de formation politique de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant vous. Je ne suis pas un grand habitué des discours et des monologues sur des thématiques diverses, mais je m'y emploie. Je suis très heureux de pouvoir vous parler de mon dernier livre qui a la particularité d'être diffusé, non pas gratuitement, mais offert, puisque c'est mon cinquième ouvrage, ma cinquième démarche. Il est offert, il est téléchargeable sur mon site internet. Vous pourrez bientôt le télécharger aussi sur les grandes plateformes numériques du type Amazon, Fnac, etc. Alors pourquoi cette démarche est gratuite? Pour simplement ne plus avoir l'excuse de ne pas se le procurer. Il n'y a pas la barrière du prix. J'en imprimerai d'ailleurs quelques-uns qui font à peu près 250 pages que j'offrirai à l'occasion de mes différents directs. Pourquoi ce livre? D'abord, c'est une espèce de boîte à outils. Il s'appelle Journal d'un remplacé, petit et grand remplacement faisant référence aux axiomes du célèbre écrivain français Renaud Camus, qui fait simplement des constats qui sont d'abord des constats visuels. D'une part, il ne s'agit pas de parler que d'immigration et de tout un tas d'éléments, d'événements qui nous sont reportés par la doxa progressiste. Et si l'on ne s'extrait pas de cette bulle idéologique qui est relayée par les grands médias, on a tendance à y croire et à se laisser imprégner par cette doxa idéologique. Je prendrai l'exemple simplement plusieurs exemples, mais le premier exemple, celui de l'écologie, en considérant que l'écologie et l'écologisme d'ailleurs, pas plus l'écologie que l'écologie. L'écologie est d'abord punitive. On voit bien que les différents maires qui ont accédé au pouvoir lors des dernières municipales ont pris comme première mesure des mesures complètement coercitives, complètement punitives, qui ne donnent pas envie de défendre la nature. Un mot d'ailleurs, nature, qu'on ne retrouve plus jamais nulle part quasiment. On parle d'environnement, de climat, de climatologie, de climato-scepticisme, rarement de nature. Alors, c'est ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que c'est que l'écologie? C'est rendre le lien entre l'homme et la nature le plus équilibré possible. Une définition un petit peu courte, mais la plus efficace possible selon moi. L'écologie aujourd'hui, c'est les éoliennes, les parcs photovoltaïques, c'est des repas un peu différents à la cantine qu'on impose à tout le monde. C'est ne plus manger de viande, c'est le scepticisme. Bon, j'ai personne pour m'aider, mais le fait de dire voilà, ne consommez plus de viande et consommez simplement du soja, prenez vos protéines ailleurs que sur de la viande, pourquoi pas pour certains, si c'est un choix, très bien, mais on peut très bien être végétalien, c'est ça vegan en fait, hein, végétalien, mais être vegan, c'est aller au-delà d'être végétalien. Être vegan, ça veut dire fonder toute son idéologie, toute sa façon de vivre, sa manière de vivre sur un mode de consommation communautariste. Voilà. Et ça pose problème puisque c'est souvent un mode de consommation, un mode de vivre qu'on veut imposer aux autres. En allant dire aux autres, ne consommez plus de viande, vous faites le mal. Vous êtes mauvais si vous consommez de la viande. Ça, c'est un premier exemple d'écologie punitive. L'écologie par les taxes. On a eu pas mal de taxes qui sont sorties du chapeau en termes de propositions par les partis ELV notamment. Écologie punitive, récemment, lors des débats municipaux de plusieurs communes, donc je crois que c'était Poitiers, on a interdit à Poitiers
on n'a pas interdit, mais on a arrêté la subvention du club, l'aérodrome local, sous prétexte que c'était motorisé, donc ça consommait. On fait face là à une grande hypocrisie. Tout ce qui est à moteur donc, doit aussi disparaître. Mais comment on fait pour se déplacer lorsqu'on habite dans les campagnes notamment, pour aller au travail, pour aller conduire les enfants à la crèche? C'est très pragmatique tout ce que je vous raconte, mais c'est ça, c'est de dire punir ceux dont on a plus ou moins obligé à vivre de cette manière, puisqu'avant on vivait quand même plus repliés dans nos villages. Aujourd'hui on ne peut pas s'imaginer d'être repliés tous dans nos villages, sauf à faire tous du télétravail, ce qui va être un peu compliqué pour se nourrir. Donc c'est un peu ça l'écologie punitive qu'on nous vend. On a eu bien sûr l'épisode Greta Thunberg sur lequel je ne reviendrai pas forcément, mais j'y reviens dans mon livre. Et de toutes les manières, dans tout ce que j'écris dans ce petit journal qui n'est pas classé de manière chronologique, mais vraiment thématique pour pouvoir s'y retrouver, pour que le lecteur puisse s'y retrouver, ce sont des thématiques qui sont traitées sur les 4-5 pages maximum et qui permettent de dresser un constat rapide, mais un constat sur des faits très concrets et de pouvoir ensuite aller chercher des argumentaires, un argumentaire que vous pourrez ensuite retransmettre lors de vos échanges, de vos discussions, ou qui permet un début de réflexion que je vous invite donc à approfondir sur les thématiques qui vous plaisent. Alors je traite la question de la famille décomposée, de la médiacratie, de la démocratie travestie, pour plein de raisons, de l'identité menacée, de l'immigration massive évidemment, et de l'écologie punitive. Un point sur les éoliennes, évidemment on ne peut pas ne pas parler des éoliennes quand on parle d'écologie punitive. Alors ce n'est pas vraiment de l'écologie punitive, sauf pour les paysages. On est vraiment sur les éoliennes, sur un dogme qui a été vendu comme étant vertueux, donc tout le monde doit accepter ça sans ne rien dire. Dès qu'on s'oppose à cette espèce de défiguration verticale du paysage, on est vraiment sur quasiment, c'est le diable, hein, c'est du scepticisme, du climato-scepticisme, on est climato-sceptique. Non, enfin une éolienne, on commence à le savoir aujourd'hui, on est quand même sur des centaines de milliers, voire des millions à l'échelle nationale de béton qui est coulé sur un socle d'éolienne qui ne pourra plus jamais partir de là. Donc on peut dire que là on est vraiment sur la bétonisation et l'artificialisation des campagnes, des terres agricoles, avec tout un tas de difficultés, un rendement qui finalement n'est pas aussi important qu'on pouvait le penser. L'énergie hydroélectrique par exemple, ou nucléaire, alors c'est sûr que le nucléaire, il y a un risque avec le nucléaire. On a quand même des ingénieurs en nucléaire français qui sont très pointus, mais il y a un risque, effectivement. Mais par contre, le rendement et la pollution nucléaire est quand même assez faible par rapport aux usines et aux centrales à charbon que les Allemands ont dû remettre en route occasionnellement. Ils ont dû réouvrir des usines, des centrales à charbon, parce qu'ils ont décidé du jour au lendemain, sous le joug de l'influence écologiste allemande, tout ce qui était nucléaire. Parce qu'il y avait un lobby, il y avait une idéologie nucléaire qu'ils avaient vendue comme étant mauvaise pour l'environnement. Certainement que les déchets nucléaires sont nocifs pour l'environnement. Lorsqu'on fait le comparatif et qu'on met tout ça dans la balance, c'est peut-être un peu mieux d'avoir un mode de production énergétique hyper puissant et relativement propre que d'avoir des centrales à charbon qui polluent le sol français. Il y a quelques années, on a eu un pic d'une semaine de pollution atmosphérique dont on a tué l'origine et ça venait des centrales à charbon allemandes. Voilà, on l'a vu dans la presse écrite, mais ça n'a pas été relayé dans les grands médias, c'est toujours pareil. Voilà pour l'écologie punitive. J'enchaîne donc sur la médiacratie. La médiacratie, qu'est-ce que c'est? Je citerai Chomsky, la fabrique de l'opinion publique. On est aujourd'hui sur... Ça fait un petit moment que ça dure, mais c'est de plus en plus décomplexé, on va dire. Médiacratie, c'est on va vous fabriquer une opinion en vous faisant croire que toute la bulle médiatique relayant cette opinion fabriquée, c'est l'opinion des Français, en vous disant les Français pensent que, les sondages disent que. Alors au début ça ne marche pas, ça ne prend pas, mais à force de répétition, ça finit par prendre et ça finit par pénétrer la population générale, qui considère qu'effectivement, il est de bon ton de penser ça. Je prends un exemple sur le féminisme, ce qui est un autre sujet que je traite aussi dans mon livre, que vous pouvez donc télécharger sur gregory-rose.fr, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. On parle de la précarité menstruelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il s'agit de dénoncer la précarité à laquelle seraient exposées certaines femmes qui n'auraient pas les moyens de s'acheter des protections hygiéniques et du fait de leurs conditions féminines seraient désavantagées par rapport aux hommes notamment qui eux n'ont pas ce problème mensuel du coup à traiter, un problème d'hygiène et notamment chez les étudiants. Qu'on parle de précarité chez les étudiants, évidemment ça existe, elle doit être traitée chez les filles comme chez les garçons. Que cette problématique-là existe, très bien, mais par
prendre l'angle juste de la précarité menstruelle en profitant justement pour dénoncer une espèce d'oppression patriarcale. À un moment donné, je pense que la condition féminine nécessite autre chose que cette espèce de focus assez vulgaire en plus, sur lequel on va victimiser une partie des femmes donc, qui n'ont parfois rien demandé d'ailleurs, alors que la précarité est plus générale. On peut parler de si quelqu'un a des difficultés à s'acheter des serviettes périodiques, elle aura aussi des difficultés à s'acheter tout, à manger, se vêtir, etc. Donc c'est la précarité pure. Donc mettre le focus là-dessus, c'est assez indécent. Pourtant, dans ce même principe d'idéologie du progressisme, et ça cache d'autres problèmes dont les féministes ne veulent pas entendre parler, celui des agressions de rue, celui des viols, celui de tout un tas de choses. Donc certains groupes féministes commencent à sortir un peu du bois et à dénoncer les agresseurs très clairement, à les identifier très clairement, ce que refusent de faire les féministes un peu hystérisantes. Mais il y a tout un tas d'exemples comme ça. Là, je parlais de précarité menstruelle. J'ai vu aussi qu'il était, je crois que c'est en Angleterre que ça s'est passé, où quelqu'un a dit que seules les femmes pouvaient avoir des enfants ou pouvaient avoir leurs règles, et il a été assigné en justice. Voilà. C'est quand même un peu un monde de fous. Mais rien que de dire ça, que c'est un monde de fous, je pourrais avoir des problèmes. J'en ai eu d'ailleurs sur Twitter récemment, un compte que j'ai depuis 6 ans, et sur lequel j'estime avoir toujours été correct dans les propos que je tenais. Mais lorsque j'ai justement parlé de cette précarité menstruelle, j'avais reçu une vague de ce que nos adversaires idéologiques appelleraient du harcèlement en ligne. J'ai dû avoir, je sais pas, peut-être 600 ou 700 messages d'insultes. Enfin, ça a été terrible. Hein. J'étais en top tweet à ce moment-là. C'était terrible. Bon, moi, ça m'amusait en fait. Hein. C'est du numérique. Les gens s'excitent derrière leur truc, mais en face, c'est différent. Eh bien, c'est interdit d'avoir une pensée critique ou s'opposer, mais pourtant, il faut le faire. Il faut le faire. Si vous êtes en discussion avec des gens qui vous sortent des trucs comme ça, très bien, allez-y, argumentez. Et dans le bouquin que j'ai sorti, il y a des arguments. Il y a une déconstruction en fait, de cette idéologie progressiste sur tout un tas de sujets. On a parlé du féminisme, on a parlé de l'écologie punitive. Il y a aussi la question de la famille, de l'immigration massive, de la démocratie travestie. Et c'est vrai que pour finir sur la médiacratie, on voit bien en quoi elle est puissante et elle transcende, elle surpasse l'exercice démocratique. C'est que lors de la dernière élection, et même sans aller si loin, mais on va revenir là-dessus quand même, dernière élection présidentielle, on a bien vu qu'Emmanuel Macron a bénéficié des relais de l'ensemble des médias parce qu'il a été élu en ex nihilo, c'est-à-dire qu'il sortait presque de nulle part. Il a eu un parcours politique militant quasiment inexistant. Il n'avait jamais été élu. En théorie, sur le papier, il n'aurait jamais dû faire plus que 8-9%. Pourtant, je crois qu'il a fait quelque chose comme 20 points lors du premier tour. Il a bénéficié d'un tapage médiatique assez hallucinant, très flatteur, très valorisant. Emmanuel Macron, un jeune, on l'a comparé à Justin Trudeau, bon très bien, c'est pas une référence, mais c'est exactement ce qu'il est, c'est un apôtre du progressisme. Et je voudrais revenir sur ce point, alors vous m'excusez, je fais un peu des digressions, mais j'ai oublié d'en parler au tout début. Le mot progressisme est piégeux à plusieurs titres. Quand on oppose souvent progressisme et conservatisme, sachant qu'on décrit le plus souvent le conservatisme comme étant quelque chose d'un peu poussiéreux, un peu réactionnaire, des gens qui veulent vivre à l'ancienne, de manière très très traditionnelle et opposés au progrès, ce qui n'est absolument pas le cas. Je vous invite à la lecture de l'excellent livre de feu Roger Scruton, philosophe anglais, britannique, qui a fait un livre sur le conservatisme et qui définit ce qu'est le conservatisme et qui dépoussière justement cette image du conservatisme d'arrière-garde, un petit peu arriéré, un peu contre le progrès. On peut être conservatisme sur le plan des idées, sur le plan du patrimoine, des traditions, et tout à fait enjoué à l'idée d'avoir des nouvelles technologies, de l'amélioration du quotidien. De toute façon, les conservateurs de 100 ans seront peut-être... bon, je ne pense pas qu'ils regrettent notre époque, ça serait un peu compliqué. Mais dans le mot progressisme, on a le mot progrès. Donc évidemment, lorsqu'on entend progressisme, ah bon, tu n'es pas progressiste, donc tu es contre le progrès, donc voilà, c'est pas bien. Sauf que non, c'est une arnaque sémantique, c'est une mascarade sémantique. Au même titre qu'aujourd'hui, le féminisme, il y a le mot femme, la racine femme dans le féminisme, est-ce que les féministes d'aujourd'hui défendent la condition des femmes, réellement ? À mon sens, non. Après, les féministes me diront que je ne suis pas en position d'en parler, puisque je ne suis pas une femme moi-même. Et si je dis ça, ils vont me dire, oui, tu peux être non-genré, genderfluide, enfin, leur verbiage habituel. Mais effectivement, dans le mot progressisme, il y a le mot progrès, donc c'est forcément vertueux, et c'est compliqué de s'opposer à ça. Donc pour pouvoir s'opposer à ça, il faut un bagage
pas forcément intellectuelles, mais au moins des premières pistes de réflexion, réfléchir à ce que ça veut dire que ce mot, d'où vient ce mot, pourquoi on l'oppose au conservatisme, et qu'est-ce que le conservatisme, pour pouvoir un début de réflexion, et surtout, il faut le faire. Que ça soit avec son voisin, avec son copain, avec ses collègues, il faut le faire pour pouvoir démonter cette arnaque. Parce que le plus souvent, ceux qui se disent progressistes ne savent pas vraiment ce que ça veut dire le progressisme. Ils ont entendu ça à la télé, ça va très bien, progrès, progressisme. Écologie, pareil. L'écologisme aujourd'hui, c'est un dogme qui n'est plus qu'un dogme politique, c'est quasiment un dogme religieux. Quand on a vu arriver Greta Thunberg, qui a été d'ailleurs adulée et puis qui est passée dans tout un tas de médias, parce que, au départ, je rappelle quand même que Greta Thunberg, elle a fait la promo, elle faisait la promo du bouquin de ses parents, entre guillemets, puisque ses parents ont sorti un livre, ses parents assez connus et très idéologues écolos dans leur pays, la Suède, si je ne me trompe pas. Et il se trouve que Greta Thunberg, atteinte d'un trouble autistique Asperger, a été mise en scène, très clairement, mise en scène. Donc ça pose quand même des questions sur l'utilisation d'un enfant qui a des troubles autistiques pour mettre en scène et valoriser le bouquin des parents, qui est déjà par ailleurs connu. Comme par hasard, elle s'est mise devant son petit collège avec une pancarte, machin, révolution, sauvons l'écologie, en grève pour le climat. Et comme par hasard, il y a un journaliste local assez célèbre qui a pris la photo, bien cadrée, etc. Et ça a fait le buzz. Elle a été invitée tout de suite, ça a enchaîné, je crois que c'était à l'ONU, dans toutes les grandes institutions mondiales. Et c'est devenu un gourou de l'écologisme, punitif pour le coup, catastrophiste, complètement catastrophiste. On ne parlait d'ailleurs plus de l'écologie, du rapport de la nature à l'homme, mais que du climat. Et en réalité, lorsqu'on parle de climat, on ne parle pas de météo. Et là, elle parle que de la météorologie. Regardez, le temps change. Non, mais c'est pas ça. Avec le climat, c'est sur le temps long. Lorsqu'on sait qu'il y a 24 000 ans, on sortait de la dernière période glaciaire, qu'on a eu le petit âge glaciaire aussi, il y a 250 ans, je crois, qui a duré une quarantaine d'années. Si on vivait au petit âge glaciaire, qu'est-ce qu'on entendrait dans les médias? Toutes ces questions se posent. Et donc, dans mon livre, j'essaie de déconstruire l'ensemble de toute cette mascarade qu'on nous sert. Alors, tout n'est pas forcément mauvais, il y a aussi du bon, pour justement vraiment investir ces questions qui sont importantes. La question de l'écologie est importante, la question du féminisme est importante également, mais la manière dont ça nous est servi et c'est défendu par le camp adverse progressiste, qui n'a de progrès que dans le nom. En réalité, les progressistes sont des permissifs. Ils permettent tout et n'importe quoi. Ils sont contre la nation, ils sont contre le vivre ensemble, oui, mais avec l'ensemble des pays du monde dans notre territoire national. Ils sont contre les frontières, ils sont contre tout, ces gens-là. Mais le plus souvent, d'ailleurs, les apôtres du progressisme vivent souvent entre eux, travaillent entre eux et se donnent une bonne conscience. Les choses ne changent pas depuis la cour de Versailles, à Versailles, se donnent une bonne conscience en défendant ces grands projets de société. Je ne sais pas si on peut enchaîner sur des questions, sinon c'est vrai que je suis parti du coup, mais... Là, effectivement, on a un certain nombre de questions, Grégory. La première question, c'est est-ce que la démographie est l'enjeu du siècle? Alors, la démographie, on en parle assez peu, effectivement. C'est une question arithmétique, quasiment mathématique. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec moi sur cette question-là, et c'est très bien de pouvoir en parler et de pouvoir avoir un débat serein sur cette question, mais il me semble que, à la fois, à l'échelle mondiale, on a un enjeu démographique qui tendrait à réguler les naissances pour être moins nombreux sur cette planète, puisqu'on va atteindre les 10 milliards assez rapidement, ce qui va commencer à poser des questions à la fois écologiques et à la fois de comment faire pour nourrir tout le monde de manière assez décente. Et à l'échelle identitaire, c'est-à-dire à l'échelle de notre nation et même de l'Europe, la question démographique est assez essentielle. Tout bêtement, si on n'est pas là sur une échelle de 5 ou 10 ans, on est sur une échelle du siècle. Si les peuples occidentaux font moins d'enfants, pas suffisamment pour renouveler les générations, et je pense que l'indice de synthétique de fécondité considère que le renouvellement des générations est assuré à partir de 2,1 enfants par femme en moyenne. Là, on doit être à 1,8 sans compter, en comptant toutes les personnes présentes sur le territoire national, donc personnes issues de l'immigration subsaharienne et maghrébine comprises, on est à 1,85 je crois. Ce qui est déjà assez insuffisant, ce qui veut dire que va-t-il se passer? On sera bientôt 1 milliard de personnes en Afrique. Sur ces 1 milliard de personnes en Afrique, je crois que 200 millions sont candidates à l'exil, pour des questions qu'on peut bien comprendre. Le pays étant assez peu développé, les gens ont légitimement envie de vivre mieux ailleurs. Ça, c'est compréhensible. Sauf que nous, Français, nous, Occidentaux, on a envie de vivre légitimement mieux chez nous. Et c'est à un moment donné, les deux chocs
pour reprendre le titre du livre Le choc des civilisations. On est en début de cette percolation-là, de ce choc, qui pour l'instant est assez silencieux parce qu'on essaie de le couvrir, mais on voit bien qu'on a de plus en plus, non pas de personnes, d'individus qui veulent devenir français, ou peu importe, ou hongrois, ou à l'échelle de l'Europe, mais qui veulent rejoindre une diaspora présente de longue date, 10, 15, 20 ans, sur le sol français, qui n'ont plus aucun intérêt ni aucune envie, puisque c'est sur une démarche vraiment économique, plus une démarche de volonté de devenir fier d'être français. De toute façon, peu de monde est fier d'être français aujourd'hui, malheureusement. Encore faut-il se donner les raisons d'être fier. Mais si on fait moins d'enfants et que les personnes qui arrivent issues de l'immigration font plus d'enfants et n'ont aucune intention de s'assimiler, puisqu'elles vivent en groupe et en diaspora, on va arriver à un moment donné où on aura un déséquilibre. Alors, je vous mets deux courbes comme ça, où on aura un déséquilibre. Et ce point-là de jonction des deux courbes, c'est là où on aura un risque de soulèvement, un risque grave de tension interethnique, très clairement, par rapport aux groupes qui vont s'identifier, y compris au sein des groupes issus de l'immigration. Aujourd'hui, on a une espèce de bloc monolithique un peu, voilà, on vient d'ailleurs, on vient d'Afrique, etc., ou peu importe. Et ensuite, les diasporas, les ethnies au sein même de ce bloc un peu monolithique vont commencer à reproduire aussi et à retrouver leur tension interethnique originelle. Marocains, Algériens par exemple. Je rappelle que les Algériens ont remigré des Marocains dans les années 75 à coups de dizaines de milliers en 48 heures. Je ne parle même pas des Français en 62. Voilà, donc toutes ces tensions-là, au moment où on va arriver au point de jonction démographique où les Français, qu'on appelle de souche, et assimilés, seront moins nombreux que les personnes issues de l'immigration de partout dans le monde, on va commencer à malheureusement arriver à un point irréversible et communautarisé. C'est-à-dire qu'on aura des communautés un peu partout sur le territoire national, sauf si les Français sont complètement dilués dans ces communautés et n'existent plus. Ce que je ne crois pas, ce que je ne veux pas, mais ça peut arriver. Donc faites des enfants. Alors, autre question, autre sujet, sur l'écologie, vous avez parlé d'écologie punitive. Selon vous, y a-t-il une définition de l'écologie de droite et de l'écologie de gauche ? Alors je pense qu'il faut se prémunir d'avoir une définition d'écologie de droite et de gauche, tout comme il faut se prémunir d'avoir une définition de féminisme de droite et de gauche, mais il faut par contre se différencier. Il y a eu historiquement, je crois que c'était dans les années 90, l'écologie, enfin la question écologique déjà dans les années 70, mais ça a vraiment explosé dans les années 90. Je crois qu'il y avait à l'époque d'un côté Brice Lalonde et Antoine Vechter qui se bataillaient pour ça. Et la question qui s'était posée lors de leur premier scrutin, c'est faut-il se politiser ou rester un groupe de pression, puisqu'on est sur quelque chose de complètement transversal et quelque chose qui sert le monde, qui concerne tout le monde pour le coup. C'était le sens du ministère de l'écologie sous Borloo. Très transversal, ou alors faut-il se politiser, avoir un choix politique. Et il s'est trouvé que la matrice idéologique de l'écologie à l'époque, que ceux qui portaient l'écologie, étaient à gauche, donc le choix a été fait. Et on devient de plus en plus sur une gauche complètement radicale qui prend l'écologie pour alibi, pour servir leur théorie parfois de genre, raciste sans le savoir, non pas racialiste mais raciste sans le savoir, c'est une différence assez fondamentale, indigéniste, enfin on se demande des fois où se trouve l'écologie dans leur programme. Et l'écologie qui commence un peu à s'opposer à ça, dite écologie de droite, pour pouvoir se démarquer de cette écologie-là. Mais je pense qu'avant toute chose, il faut qu'on ait une écologie un peu plus terrienne, un peu plus terre-à-terre, quoi, qui appelle au bon sens des gens, c'est-à-dire qui ne fait pas autre chose que de l'écologie. Et je ne pense pas que l'écologie doive devenir un parti politique, mais vraiment un groupe de pression, un think tank, par exemple, un cercle de pensée, qui pourrait nourrir la réflexion et imposer les partis politiques en place à nourrir leur réflexion par rapport à leurs travaux. L'une des solutions justement pour redresser notre pays n'est-elle pas de mettre en place une véritable politique familiale digne de ce nom ? Alors c'est une excellente question qui en plus fait écho à l'actualité puisque il y a quelques années déjà, Viktor Orban, donc en Hongrie, a mis en place ce type de programme dans un pays qui a une histoire complètement différente de la nôtre puisqu'ils ont été sous le joug musulman notamment pendant un peu plus de 5 siècles et qui savent très bien le risque de dilution de leur identité sous le joug d'un oppresseur, quel qu'il soit d'ailleurs, mais sous le joug d'un oppresseur. Et avec des femmes et des hommes qui partent de leur pays pour vivre mieux ailleurs. Il y a aussi cet exode qui existe en Hongrie, dans les pays de l'Est de manière générale, et beaucoup de Français qui vont dans les pays de l'Est d'ailleurs.
Et en Russie, on s'est rendu compte, pareil, même chose, beaucoup de femmes qui se marient très très tôt et qui divorcent ensuite, ou beaucoup d'hommes, enfin, d'hommes et de femmes, de toute façon, il manque, je crois qu'il y a beaucoup moins d'hommes que de femmes, c'est assez bizarre. Et Poutine a lancé il y a quelques temps, je crois que c'est pas une sorte de plan quinquennal sur la nativité ou le, vraiment fondé sur les enfants pour favoriser justement la natalité. En France, c'est dans le contexte politique et idéologique actuel très compliqué. On a déjà les systèmes de la CAF qui font en sorte que c'est mieux de faire 3 enfants. Mais tant qu'on n'aura pas de statistiques ethniques, parce que c'est le point fondamental, je reviens dessus, c'est tout de même cette question-là. Qui sommes-nous, où allons-nous et que voulons-nous devenir? On peut très bien accompagner, accepter d'assimiler des personnes qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique ou d'ailleurs, à partir du moment où c'est une quantité soluble dans la masse de ce que nous sommes. Au même titre qu'on n'accepterait pas qu'un pays d'Afrique ou qu'un pays, la Bolivie, devienne allemande à 95%. La question est la même chez nous. Donc faire des enfants, oui, mais si on n'identifie pas le groupe pour lequel on voudrait qu'il y ait plus d'enfants, c'est-à-dire nous, ce que nous sommes, nous, Français, on va arriver sur quelque chose qui va accélérer le processus de remplacement qui est en marche. Dans votre ouvrage, est-ce que vous parlez d'économie et notamment du poids de l'impôt et des taxes? Je suis pas très bon dans ces domaines. J'essaie de m'améliorer. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'économie. J'ai des notions suffisantes pour pouvoir avoir une réflexion sur ces questions-là. Mais le point de l'impôt et des taxes est de toute façon très important dans le sens où on est les plus taxés d'Europe. Et effectivement, ça peut faire effet levier. Mais au-delà de cet effet levier, il y a une autre question. Il y a la question des brevets, il y a la question de la recherche et la question de la capacité de la France aujourd'hui à maintenir ses cerveaux. Parce qu'on a aussi une fuite des cerveaux français, des centaines de milliers de jeunes, je crois, qui partent chaque année tenter l'aventure à l'étranger, qu'on n'arrive pas à maintenir chez nous, pour les questions de taxation, mais pas que, parce qu'on n'arrive pas à leur offrir des structures suffisamment financées pour pouvoir voir aboutir leurs projets, et la question aussi de la concurrence avec les pays étrangers. Lorsqu'on a propriété intellectuelle, on dépose un brevet, le lendemain, les Chinois l'ont déjà et ils sont en train déjà de travailler à 500 dessus et sortent le produit bien avant qu'on ait commencé la recherche et le développement. Donc ça, c'est un véritable problème. La question des impôts, c'est aussi la question de la transparence. Que fait-on de nos impôts? Bon, l'impôt que tout un chacun paye, je crois que c'est à peu près 15 ou 20% des recettes globales du budget de l'État. Mais c'est la question de l'impôt sur les sociétés aussi. C'est grâce à ça aussi qu'on peut vivre. Mais je pense qu'une réforme de la taxation des impôts simplificatrice, ce serait peut-être, contrairement à ce que veut faire Mélenchon, il veut 14 tranches, ce serait quand même quelque chose qui serait le bienvenu pour y avoir davantage, enfin plus clair. Et surtout, que fait-on de cet argent? Il faudrait qu'il y ait davantage de transparence là-dessus. Beaucoup de gens ne veulent plus payer d'impôts parce qu'ils se rendent compte que ça va beaucoup dans le social. Le social est important, il faut le maintenir, mais il faut savoir le diriger à bon escient pour pouvoir aider les personnes qui sont dans une situation très compliquée socialement, dans une espèce de détresse sociale, mais éviter d'arriver aux impairs qu'on a pu connaître et qu'on connaît encore aussi, c'est ceux du risque ou de l'assistanat qui existe, il ne faut pas le nier, qui n'est pas généralisé mais qui existe. Vous qui êtes chroniqueur à Valeurs Actuelles, est-ce que vous avez l'impression que les médias sont beaucoup plus accueillants à vos convictions qu'ils ne l'étaient il y a quelques années? Alors, je me permettrai de reformuler la question pour y répondre le mieux possible. Accueillant, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont maintenant obligés de se rendre compte que la espèce de cordon sanitaire médiatique au sein duquel ils se protègent et diffusent leur propre idéologie est en train de se rompre et que l'avènement des réseaux sociaux fait qu'ils sont obligés parfois de parler de certains sujets qui fâchent forcément et qui vont à l'opposé de l'idéologie qui, de manière générale, existe dans ces milieux-là, et de traiter la question, même avec parfois un peu de recul ou en prenant parti, mais ils sont obligés de traiter la question. Ce sont des questions qui, de toute façon, dans les réseaux comme Twitter, font caisse de résonance. Twitter est beaucoup suivi par les politiques et par les journalistes. C'est vraiment un incubateur d'idées et aussi une caisse de résonance incroyable, d'où l'intérêt d'y être et de ne pas s'en faire éjecter, ce que j'essaie de faire. Et je pense qu'aujourd'hui, des chaînes comme CNews, par exemple, qui aujourd'hui, il y a encore quelques années, étaient complètement neutres ou essayaient de suivre un peu BFM TV avec beaucoup de difficultés, et s'est rendu compte qu'il fallait devenir l'opposé un peu de ce qu'était BFM TV, et ils le font d'ailleurs plutôt bien,
parfois un petit peu aussi en faisant un peu d'exagération, mais il en faut pour pouvoir être connu. Et cette course au buzz, tout le monde recherche cette course au buzz, donc tout le monde y va. On voit ce qui s'est passé avec Papacito, c'est assez incroyable. Entre Mélenchon qui a fait une bourde énorme, Papacito qui a réagi derrière, c'est allé jusqu'au Brésil. Je crois que l'ancienne présidente du Brésil a réagi sur cette question-là et a fait un tweet là-dessus. Donc oui, les médias de manière générale, je dirais pas qu'ils sont plus bienveillants, mais c'est aussi leur fonds de commerce. Des émissions comme Quotidien n'existeraient presque pas si, qui font du média, enfin, de l'infotainment clairement, hein, n'existeraient pas si nous n'étions pas là pour justement les bousculer un peu dans leur retranchement. Est-ce que vous avez le sentiment justement que vos convictions pourront triompher via la voie démocratique? Vous pensez qu'on s'oriente vers une guerre civile qui verront des populations s'affronter? Eh bien, je dirais qu'il faut absolument tous, il faut qu'on fasse tous la même chose, c'est éviter un conflit armé. Personne n'a rien à y gagner, qu'évidemment, s'il devient inéluctable, il faudra faire un choix, mais que notre devoir, c'est de faire tout pour que nous ou nos enfants, donc les générations qui viennent, ne soient devant le fait accompli et obligés de fuir notre propre pays, le pays de nos ancêtres, hein, le pays, pour certaines familles, sont là depuis des 1000 ans, quoi, hein. Tout faire pour éviter cela. Et pour éviter cela, il faut assumer ses convictions, les diffuser et chacun à notre niveau faire des choses pour que ça n'arrive pas et être aussi osé, avoir le courage donc de dire les choses. Exemple tout bête, association de parents d'élèves, vous avez un peu de temps, plutôt que de ne pas y aller en disant c'est que des gauchistes là-dedans, non, justement, allez-y, ne dites rien sur votre idéologie, mais allez-y, vous entendrez tout ce qui s'y passe, vous verrez toutes les associations qui tournent autour de ça et qui veulent imposer des questions sur la théorie du genre à l'école, même parfois à l'école maternelle ou primaire, pour pouvoir vous y opposer, parce que vous n'êtes pas les seuls dans la salle. Sur 30 parents, vous n'êtes pas le seul à penser comme ça. Si vous êtes 5 ou 6 à l'ouvrir, ça change tout, ça les met dans une position beaucoup plus compliquée, beaucoup plus délicate. Et donc, dans tous les domaines, je pense qu'il faut arriver à ça. Et c'est ce que je pense que vous faites très bien à l'IFP, vous essayez justement d'apporter des outils dans le monde associatif ou dans n'importe quel domaine pour pouvoir imposer et ne pas rester à rien dire devant cette idéologie qui est en train de mettre tout ce que nous sommes, toute notre identité, la construction de notre pays en danger. Alors bonjour Grégory, j'ai 20 ans, je souhaite monter ma chaîne YouTube pour devenir un youtubeur à succès de droite. Comment avez-vous fait pour être si populaire sur les réseaux sociaux? Déjà merci, ça fait plaisir. J'ai commencé avec, comme tout le monde, enfin j'avais aucun réseau sur les réseaux, un petit pléonasme, avec je sais pas, une dizaine, vingtaine d'abonnés. Et puis ça s'est fait grâce notamment, il faut vraiment, je pense, dans les réseaux sociaux, ne pas chercher forcément toujours la course au buzz, mais prendre le temps de le faire. Si votre contenu est bon, c'est le contenu et la forme. D'abord le contenu. Si vous avez une forme, machin, vous allez faire un tweet qui va faire 17, 15, 20, 30 000 vues, mais c'est tout. Remarquez, parfois des gens font des buzz avec 500 abonnés, ils font leur buzz à 30 000 vues ou 30 000 retweets, ils gagnent 10 abonnés. C'est la constance et c'est la permanence qui fait que vous commencez à être identifié et parfois retweeté par des personnes qui ont déjà un compte assez important. Et puis, petit à petit, avec la permanence et en essayant d'être pertinent le plus possible, pour ma part, j'ai jamais été ni grossier, ni ordurier, tout essayer d'être posé pour ne pas aller justement dans cette course au buzz, parfois un peu froid et cinglant peut-être, mais il le faut aussi, hein, mais sans aller chercher le buzz absolument, quoi. Parfois ça arrive sur des trucs, on s'en rend pas compte. Donc 20 ans c'est parfait, il faut commencer maintenant pour pouvoir à la trentaine arriver avec avant bien sûr, hein, mais il faut être constant. Le plus dur c'est d'être constant et permanent. Ça, si ça dure 6 mois, un an, ça sert à rien. Il faut vraiment être constant et être patient. Et puis être aidé par des gros comptes. Donc si le tweet est pertinent, ne pas hésiter à me taguer, par exemple, je me ferai un plaisir de retweeter. Alors justement, comment vous expliquez que la gauche est le monopole des youtubeurs, ou le quasi-monopole des youtubeurs? Ils ont le quasi-monopole des youtubeurs, le quasi-monopole des associations, de la culture, de la justice, de l'association. Tout ça a commencé, je pense, après 68, où tout ça s'est infusé dans tous les milieux autorisés. Et ils ont une qualité que nous n'avons pas. On en parlait tout à l'heure, ils arrivent à s'entraider. Et lorsqu'il s'agit de faire un coup de pub, un bon buzz, pour ne pas utiliser l'anglicisme, pour utiliser un anglicisme, mais je ne crois pas qu'on ait un coup d'éclat, on va dire, sur les réseaux sociaux, ils savent s'appeler, ils savent se coordonner et envoyer au même moment la même info, en activant les bons relais. Ce que nous n'avons pas, évidemment, parce qu'on imagine assez mal être repris, sauf à être dans l'excès, justement. Et c'est ça le danger, c'est qu'on n'est repris que lorsqu'on est dans l'excès, et en étant montré du doigt et souvent en étant dévalorisé. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça pour nous,
Mais la grande faiblesse de notre camp idéologique, c'est de se tirer dans les pattes, de se regarder le nombril et le plus souvent dire non, mais lui il fait bien, mais il fait un peu comme moi, donc je ne vais pas l'aider parce que je ne veux pas qu'il soit mieux que moi. Ben non. Enfin voilà, il faut. Moi, ce que j'essaie de faire modestement dans mon émission, c'est d'inviter tout le monde, même c'est le grand écart idéologique parfois dans notre camp, mais pour autant, laisser la parole, aider, retweeter, parler des pubs, des actions des uns et des autres, pour justement essayer d'avoir une espèce d'émulsion qui se passe autour des projets des uns et des autres pour être de plus en plus connus et s'entraider. Il faut qu'on se. Là, on est à un moment historique, il peut se passer quelque chose en 2022, mais il faut dès maintenant commencer à s'entraider. Alors, un auditeur nous dit: j'ai beaucoup apprécié votre ouvrage Le Châtelain. Avez-vous un autre ouvrage en préparation? Merci. Oui, plusieurs en fait. Et d'ailleurs, il faut que j'arrête mes projets parce qu'à force d'avoir des projets, on les réalise assez peu. Oui, j'ai commencé par les. Je ferai encore d'ailleurs des essais, des chroniques politiques ou autres. Mais ce qui me plaît le plus, c'est effectivement la tentation de la littérature. Enfin, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est ce que j'essaie de faire. Et je vais justement être lancé dans une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines, en partenariat avec la Nouvelle Librairie, un grand prix de la micro-nouvelle. Qu'est-ce que la micro-nouvelle? C'est une nouvelle très 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 courte, 1000 signes, donc ça fait 6 lignes en fait, dans lequel l'exercice, ça peut paraître simple, mais l'exercice est très compliqué puisqu'il s'agit de raconter une petite histoire avec un rebondissement et puis une chute surprenante en l'espace de 6 lignes. Donc le choix de chaque mot est important, donc ça apprend la méthode, la rigueur, le choix des mots. Ça ne sert à rien de faire des trucs qui font 3 pages, non. Il faut aller à l'essentiel, mais en choisissant les mots qui vont toucher. Et la micro-nouvelle permet de parler de sujets politiques, avec cette charge émotionnelle que n'a pas l'aphorisme, par exemple, lorsqu'on sert de Twitter. Et donc j'ai un projet de recueil de micro-nouvelles et d'un recueil de nouvelles également, et un projet de roman qui mettra du temps à venir, mais j'inviterai tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par l'exercice, à participer à ce grand prix de la micro-nouvelle, ne serait-ce que pour dire, tiens, je ne vais pas me lancer dans un roman, c'est trop long, mais ça, je peux peut-être me lancer là-dessus. Ça sera édité, publié, et il y aura une dotation de 1 000 € avec un circuit dans les médias qui accepteront d'en parler et qui est ouvert à tous les francophones, même les mineurs avec une autorisation parentale, pour s'initier à l'écriture. Vous qui êtes écrivain, est-ce qu'il y a un auteur à vos yeux trop méconnu, talentueux et qui mérite d'être lu? Romain Guérin. Romain Guérin qui m'a envoyé, j'ai reçu sur ma chaîne YouTube, qui a une plume assez surprenante, assez bluffante. Et j'ai comparé lorsque je l'ai su, parce il est poète avant tout, donc il a fait le poème, ça ne marche pas très bien malheureusement, mais il a une plume, j'ai comparé à Baudelaire quand j'ai vu ses premiers vers. Vraiment, ça sort des tripes, quoi, très clairement, ça vient du cœur, c'est très, très, très profond. Et il a écrit le journal d'Anne France, dont j'avais peur d'avoir une comparaison peut-être avec le journal d'Anne France. Pas du tout, en fait, c'est juste un jeu de mots comme ça, dont je vous recommande vivement la lecture. C'est vraiment, dès les premières lignes, on est plongé dedans et ça raconte l'histoire d'une dame qu'on retrouve morte dans son appartement et qui a écrit quelque chose visiblement sur son ordinateur. On ne sait pas, c'est des pages et des pages et des pages entières et elle raconte la fin de sa vie avec son image de vieille dame sur la France en direction. C'est super, j'en ai des frissons. Dernière question, un jeune qui vous pose la question justement, quel message avez-vous apporté à la jeunesse de France qui porte vos convictions? Est-ce encore utile de s'engager aujourd'hui? Plus que jamais. C'est aujourd'hui qu'il faut s'engager plus que jamais. Parce qu'on est à un tournant, on le dit depuis très longtemps, mais là vraiment plus ça avance et plus on l'est. Il y a une chance historique parce qu'on a la conjonction de plein d'événements qui font qu'aujourd'hui, on est en train de pousser le progressisme dans son dernier retranchant, ce qui m'apparaît quand même essoufflé. La preuve qu'il est essoufflé, c'est qu'il est de plus en plus dans l'excès. Sur plein de choses. On le voit bien sur les gens non genrés, la promotion de la diversité, de la mixité, etc. On devient dans l'excès et comment dire, j'avais parlé d'un totalitarisme, c'est un peu un totalitarisme idéologique qui arrive dans l'excès, c'est qu'il commence à être un peu essoufflé. Et nos idées commencent à pousser, parce qu'elles sont majoritaires dans notre pays, il ne faut pas croire. C'est ceux qui détiennent les médias et les relais de la pensée du pouvoir sont majoritaires dans ces cénacles-là. Mais dans la population générale, nos idées, je vous invite à en parler autour de vous, quels que soient vos lieux de vie, plutôt hors Paris, mais quels que soient vos lieux de vie, sont majoritaires. Il faut pousser, il faut que chacun s'y mette à son niveau, en fonction de ce qu'il peut faire, des moyens dont il dispose, pour pouvoir pousser ces idées-là, en faisant, j'ai noté, association, mettre en place, reparler des jeux traditionnels. Toutes nos traditions, là, elles sont en train de mourir parce qu'on ne s'en sert pas.
elles sont en train de mourir parce que tout le monde regarde en disant « Ah, c'était super ». On avait avant des superbes, pour les femmes notamment, mais aussi pour les hommes, tenues régionales. Ça peut paraître ridicule de dire ça, on ne va pas se remettre habillé comme dans les années 1900, mais en Allemagne et en Autriche, ils le font très bien avec les Dirndl, là. C'est super beau. On pourrait avoir des couturiers qui disent tiens, on va remettre au goût du jour ces habits-là, parce qu'on a été américanisé, déjà ça a commencé en 1900 et quelques, même avant, standardisé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous différencie? Alors qu'il y a plein de cultures, même en Afrique. J'envie cette identité-là. Ils sont fiers de leur identité pour le coup. Ils n'ont pas été encore complètement standardisés. Sauf qu'aujourd'hui, ils arrivent avec leur identité et qui nous montrent encore plus que nous, Français, on a perdu une partie de notre identité. Donc, il faut la faire revivre. Entreprises locales, valoriser nos produits, nos savoir-faire locaux, former, enseigner, créer des associations. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Merci, cher Grégory Rose. Merci encore pour le temps que vous avez consacré notamment à la jeunesse de France. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent se procurer Journal d'un remplacé sur le site internet de Grégory. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.